Europe 1, Emmanuel Faux. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le groupe centriste UDI à l'Assemblée. Vous avez quitté l'hémicycle cet après-midi quand Manuel Valls a annoncé la fin des débats sur la loi Macron. Oui, le groupe UDI a quitté l'hémicycle. Pourquoi ? Vous savez, cette France, elle est en panne. Elle est en panne de croissance, elle est en panne d'activité, et ça s'est traduit par quoi ? Encore une explosion du chômage ces derniers mois. Le gouvernement, avec cette loi Macron, ils avaient annoncé vraiment la loi formidable qui permettrait de retrouver justement ce chemin de la croissance. À l'UDI, nous n'avons eu de cesse, depuis le début, comme nous le faisons depuis 3 ans, comme le faisait Jean-Louis Borloo, mon prédécesseur, d'être constructif et de vouloir améliorer ce texte. Certains d'ailleurs y trouvent des qualités chez vous ou même dans le groupe Les Républicains. Mais absolument, mais oui. Il fallait aller plus loin. Ce texte n'était pas de nature justement à faire en sorte que cette croissance reparte, à faire en sorte que cette spirale du chômage que l'on connaît que trop depuis plusieurs années cesse. Or, que s'est-il passé ? Le gouvernement, Manuel Valls, mais tout cela c'est François Hollande qui est aux commandes, ont refusé que l'on puisse débattre dans les prochains jours de ce texte. Je rappelle que c'est la 2e lecture à l'Assemblée nationale, après qu'il y a eu la première navette entre l'Assemblée et le Sénat. Et là, on est arrivé en séance, on nous a annoncé le 49.3, c'est-à-dire responsabilité du gouvernement qui est engagé. Ça veut dire plus de possibilité de débattre. Écoutez, quelque part, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas, comme cela, faire en sorte que le Parlement ne puisse apporter son mot, puisse apporter sa contribution, parce que nous sommes uniquement dans cette volonté d'opposition constructive. Mais Philippe Vigier, pourquoi l'opposition monte soudain comme ça sur ses grands chevaux, alors que c'est finalement la répétition de la procédure qui a existé il y a 4 mois sur la première lecture, et le gouvernement est dans son droit de faire passer un texte de loi majeur par la procédure du 49.3 ? Il faut s'interroger sur pourquoi le gouvernement passe au 49.3. Parce que le Premier ministre et François Hollande n'ont pas de majorité politique pour faire les réformes en profondeur dont ce pays a besoin. Vous savez, il y a les frondeurs. Lesquels frondeurs au mois de février ? C'est eux qui, comme ils voulaient voter contre cette loi Macron, ont amené le gouvernement à voter, à mettre en place ce 49.3. Je rappelle qu'au sein du groupe UDI, en février dernier, un tiers des députés UDI étaient prêts à voter ce texte. Un tiers était prêt à s'abstenir et un autre tiers aurait voté contre. Là, nous avions dit à Emmanuel Macron, si ce texte, vous l'améliorez pour la 2e lecture, on fera un bout de chemin avec vous. Mais toutes nos propositions ont été balayées. Et là, pourquoi le 49.3 est arrivé ? Pour une raison simple, parce que Manuel Valls n'était pas sûr de sa majorité politique, il n'était pas sûr de ses troupes. Et on a vécu malheureusement à l'Assemblée le 3e tour du congrès de Poitiers, où soi-disant tout allait bien avec Jean-Christophe Cambadélis qui a été confirmé dans ses fonctions. Il y a un changement important dans cette loi, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, c'est la réécriture d'une partie de la loi E20 sur la publicité pour l'alcool. Oui, d'ailleurs ça démontre un peu la façon dont fonctionne ce gouvernement. Tout au fil du texte, on a vu de nouveaux amendements qui arrivaient. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end à l'intérieur même du gouvernement, entre Madame Touraine, la ministre des Affaires sociales, et puis Emmanuel Macron. On a bien vu qu'il y avait un débat à fleur et moucheté parce que le gouvernement souhaitait réécrire une partie de la loi E20. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? En catimini, il a modifié au travers d'un amendement cette loi E20, et d'ailleurs le gouvernement a été battu sur un arbitrage. Amendement sénatorial venant de la droite sénatoriale, faut quand même absolument, préciser. mais je rappelle qu'en commission à l'Assemblée la semaine dernière, cet amendement a été confirmé. Donc vous voyez bien que ce gouvernement où Manuel Valls essaie de nous expliquer qu'il y a une volonté forte d'avancer, où il y a des arbitrages clairs qui sont rendus, ça n'est pas cela, c'est une somme d'incohérences. Vous savez, ce texte, il a un péché congénital, j'allais dire. C'est quoi ? Il était énorme ce texte. Vous avez 300 articles. Vous ne pouvez pas avoir une loi sur laquelle on discute pendant plus d'1 mois pour atterrir sur ce résultat de ce soir, qui est un drame. Pourquoi ? Parce qu'il n'apportera rien à la croissance pour notre pays. Et parce que aussi nos compatriotes seront sévères sur les politiques, parce que le fait d'aller au 49.3, ça montre une chose pour nos compatriotes, c'est l'incapacité des acteurs publics de réformer en profondeur ce pays. Et ça, l'UDI, nous ne pouvons l'accepter. Comme parlementaire, et si on va au-delà de la loi Macron, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de pervers ? C'est pas la première fois que ça se produit d'ailleurs à l'Assemblée et au Sénat, que l'on vote des lois aussi multiformes que cette loi Macron, qui en l'occurrence parle aussi bien du travail le dimanche que des lignes d'autocar low cost. On mélange un peu les choux et les carottes. Absolument, que du financement des entreprises ou par exemple la réforme du droit du travail. Imaginez que dans la loi Macron, il y avait une partie qui était consacrée à la réforme du droit du travail, et quelques jours après, il y a eu la loi Rebsamen, qui n'a pas d'ailleurs permis d'avancer, et quelques jours après, des effets d'annonce d'Emmanuel Valls. Non, ce qui est grave... Il y a souvent des textes comme ça avec des vices cachés. Mais ça n'est pas bien. Le thème principal n'est pas forcément... Ça nuit à l'efficacité du travail parlementaire. Ça nuit à la perception qu'ont nos compatriotes de la vie parlementaire. Mais plus grave encore, le quinquennat s'est arrêté.
C'est un échec total, cette loi. Vous savez, le chômage qui augmente. Moi, je dis cela avec force. Pourquoi? Ces familles qui vivent des drames terribles avec ce chômage qui explose. Eh bien, soit oui ou non, on est capable de mettre en place ces réformes de fonds qui permettront de réinverser cette courbe du chômage. Pas à la marge. Il y a 600 000 chômeurs de plus. C'est un échec terrible pour François Hollande, dont on voit bien d'ailleurs que maintenant il est en campagne tous les jours. Vous avez entendu que l'UNEDIC annonce une inflexion de la courbe, sans doute à l'horizon de cet été, et de façon continue jusqu'en 2016. Je voudrais juste vous dire une chose. Le chômage a augmenté depuis les 600 000. Très bien. S'il baisse de 10 000 d'ici la fin de l'année, on va dire il y a eu une inflexion de la courbe. Qu'est-ce qu'on dit des 590 000 chômeurs de plus qu'il n'y a depuis 2012? C'est un échec total pour ce gouvernement, la lutte contre le chômage. Il y avait déjà eu des difficultés sous le quinquennat précédent. Il faut vraiment réformer en profondeur, et on sait ce qu'il faut faire. La réforme en profondeur, c'est la modification du Code du travail dans les entreprises. La réforme en profondeur, c'est aller plus loin sur la baisse des charges, c'est donner plus de compétitivité. Rappelez-vous, l'année dernière, on nous expliquait qu'avec le fameux CICE, le crédit d'impôt compétitivité, on allait enfin faire en sorte que l'entreprise France marche mieux. Ça n'est pas le cas. Alors vous, à l'UDI, vous n'en êtes pas tout à fait là, puisque vous êtes en pleine discussion avec le parti des Républicains et Nicolas Sarkozy, en vue des régionales du mois de décembre prochain. Philippe Vigier, quel serait un bon accord pour vous, les centristes, en vue de ces élections de décembre? Et combien de régions visez-vous? Écoutez, d'abord, nous sommes pour l'union partout. Ça a marché au municipal, ça a marché au départemental. Si nous sommes unis avec les Républicains, mais également le MoDem, lorsque la situation politique est clarifiée, ça sera un gage d'efficacité pour ces élections. Et nous demandons qu'il puisse y avoir 3 régions dans lesquelles il y ait un tête de liste qui soit UDI. Je pense à François Sauvadet, Hervé Morin et votre serviteur. Qui sont les régions? Qui sont les régions? Normandie pour Hervé Morin, Bourgogne-Franche-Comté pour François Sauvadet et Centre-Val de Loire pour moi-même. Donc ce sera votre contribution au résultat de l'opposition en décembre. Mais non, mais c'est important de répondre à l'attente de nos électeurs qui nous disent quoi? Unissez-vous pour ces élections régionales, unissez-vous pour tous les scrutins. Et la seconde chose, c'est que les régions, c'est important dans la vie quotidienne. Et vous savez, cette croissance dont on parlait dans la loi Macron, avec une région, on a des outils considérables pour lutter contre le chômage et mieux former nos concitoyens. Et voter aux primaires de 2016? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une organisation des primaires de la droite et du centre. Pourquoi? Je ne veux pas revivre dans mon pays ce qui s'est passé en 2002. Souvenez-vous, Lionel Jospin qui a été éliminé parce qu'il y avait une multiplication des candidatures. Ou alors, on laisse encore 5 ans François Hollande au pouvoir. Merci beaucoup, Philippe Vigier, d'être passé dans Europe Nuit.